Bonjour tout le monde, je me présente, David Letki, conseiller aux relations avec les diplômés de la Faculté des arts et des sciences. J'ai le grand plaisir d'animer l'événement virtuel d'aujourd'hui, présenté par le réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal. Nous sommes très heureux de vous voir en si grand nombre. Vous êtes plus d'une centaine actuellement en ligne. Merci beaucoup d'être parmi nous et surtout bienvenue à cette discussion qui a pour thème économie et santé mentale. Tout au long de l'événement d'aujourd'hui, je vous invite à poser vos questions dans la section questions et réponses située au bas de votre écran en cliquant sur le bouton Q et R. Je poserai les questions retenues à la toute fin de la discussion avec nos trois experts invités. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide immédiate ou que l'un de vos proches souffre de détresse psychologique, composez le 1-866-APPEL, le 1-866-277-3553, une ligne d'intervention avec des professionnels disponibles 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Durant la prochaine heure, nous partagerons aussi une liste des ressources disponibles en santé mentale dans la section Converser ou clavardage, qui est également située au bas de votre écran. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Comme vous le savez, la crise sanitaire amène actuellement des enjeux importants aux quatre coins de la planète. La récession économique vers laquelle le Canada se dirige pourrait déclencher une troisième crise, cette fois humaine, profonde et durable. Une récente étude démontre qu'environ une personne sur 5 aurait ressenti des symptômes s'apparentant à ceux de la dépression ou de l'anxiété généralisée au cours des derniers mois. Alors que l'économie et la santé mentale de la population préoccupent, nous aborderons aujourd'hui de quelle façon individuellement et collectivement nous pouvons éviter une crise sociale après la pandémie. C'est ce contexte qui animera la discussion durant les 35 prochaines minutes avant de passer à la période de questions. Sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter nos deux premiers invités alors qu'ils activent leur caméra et leur micro. C'est un immense bonheur de compter sur leur expertise aujourd'hui et j'ai bien hâte d'échanger avec eux. Tout d'abord, Mathieu Laberge est directeur principal au sein du groupe Service Conseil en économie chez Deloitte Canada. Il chapeaute notamment la pratique de service conseil Inuit et d'analyse des impacts humains lors de désastres naturels. Monsieur Laberge a plus de 15 ans d'expérience de travail dans la modélisation économétrique, l'analyse des politiques et les communications. Diplômé de l'Université de Montréal en sciences économiques. Il a aussi obtenu une maîtrise en sciences et économie internationale à l'Université de Nottingham. Finalement, il a aussi complété un MBA des universités Cornell et Queen's. Bonjour, M. Laberge. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. De son côté, Roxane de la Sablonnière est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle est aussi directrice du laboratoire sur les changements sociaux et l'identité. Ses recherches portent sur les défis auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils se trouvent exposés à un changement social dramatique. Diplômée au doctorat en psychologie sociale de l'Université d'Ottawa, la professeure de la Sablonnière s'intéresse également sur l'impact psychologique de la pandémie de la COVID-19 au sein de la population canadienne. Bonjour, Madame de la Sablonnière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci, ça me fait plaisir. Sans plus tarder, si vous le voulez bien, débutons la discussion d'aujourd'hui avec M. Laberge. Donc, M. Laberge, en août dernier, vous avez co-signé une étude qui met en lumière les conséquences humaines du stress économique et du confinement actuel sur la population canadienne. Quelles sont les observations, les grandes tendances qui se dégagent de votre rapport? En fait, je pense qu'il y a trois grands messages à sortir du rapport qu'on a publié en août. Le premier, c'est que les impacts humains de la COVID-19 sont significatifs. On pense là, à l'échelle canadienne jusqu'à 3 fois plus. Ce qu'on a trouvé à l'échelle canadienne, c'est jusqu'à 3 fois plus de consultations chez un professionnel des soins de la santé mentale. Donc, on parle ici là, de passer de 4,1 millions de visites par année à 10,7. Alors, c'est très significatif. Ce que ça dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Et on parle aussi d'une augmentation jusqu'à 20 des prescriptions d'antidépresseurs. C'est un demi-million à l'échelle canadienne par année. Alors, encore une fois,
des impacts très significatifs. Donc, premier message. Deuxième message, c'est que non seulement les impacts sont significatifs, mais qu'ils sont avec nous pour longtemps. Ce qu'on voit dans la littérature, généralement, là, on ne compte pas ça en mois ou en années, mais plutôt en décennies. Puis on pourra en parler un peu plus tard, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que la crise de santé publique nous a surpris, la crise économique nous a déstabilisés, mais il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas prêt à faire face à la crise humaine. Le troisième grand message, c'est qu'on n'est pas tous égaux dans cette crise-là. Il y a des gens qui sont beaucoup plus vulnérables, qui sont arrivés dans la crise plus vulnérables, qui ont été plus impactés et qui sont plus susceptibles de développer des impacts humains et des impacts en santé mentale. Mais justement, comme vous dites, ces chiffres-là sont préoccupants. Les impacts sont importants. Au-delà de ces statistiques, chaque personne vit actuellement son lot de défis personnels à travers cette crise. Votre étude a d'ailleurs démontré que certains groupes de la population ont été affectés plus que d'autres. Pouvez-vous nous préciser lesquels et les raisons pourquoi ça les rend plus vulnérables en ce moment? Oui, absolument. On a souvent entendu, surtout au printemps dernier, qu'on était tous dans le même bateau. Alors moi, j'aime changer un peu cette expression-là pour dire qu'on est tous dans la même tempête, mais qu'on n'a pas tous le bénéfice du même bateau. Il y en a qui sont sur des bateaux plus solides, il y en a qui sont plus éprouvés malheureusement par la tempête. Alors, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a commencé par regarder l'empreinte géographique des cas de COVID-19 à Montréal, puis bon, c'était une étude canadienne, donc à Toronto aussi. Puis rapidement, pour quiconque connaît un peu les deux grandes villes du pays, quand on regardait les cartes qu'on a développées, qui sont dans le rapport, très rapidement, on voyait bien qu'il y avait une correspondance entre les quartiers qui étaient les plus touchés par la COVID-19 et les quartiers qui étaient à incidence de bas revenus. À Montréal, par exemple, c'est pas strictement ça, par exemple, on parle de l'est de l'île. À Toronto, on parle de l'aéroport, de la zone autour de l'aéroport Pearson, qui sont connus pour être des quartiers qui sont plus défavorisés. Alors évidemment, nous, ça nous a posé question, on s'est dit, il faut creuser ça, il faut mieux comprendre. Alors, ce qu'on a fait, c'est trois choses. On a commencé par regarder quelle était l'incidence de bas revenus dans les populations canadiennes. Et puis, par une très grande marge, le groupe qui est à plus faible revenu avant la pandémie même, c'est les femmes, et particulièrement les femmes mères monoparentales, donc dans une famille d'un seul adulte. C'est le groupe qui a la plus grande incidence de bas revenus, à l'exception des personnes âgées. Donc, déjà là, donc ce que ça nous a porté à dire, c'est que les femmes, particulièrement les mères monoparentales, sont entrées dans la pandémie déjà vulnérables. Maintenant, c'est particulièrement préoccupant parce que ce sont aussi celles qui ont été le plus à risque de perdre leur emploi durant la crise économique. On a suivi les données de façon mensuelle, les données de l'enquête sur la population active, de façon mensuelle de avril à août, donc à la publication du rapport. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au tout départ de la crise, 50% des emplois qui étaient perdus touchaient des femmes. Et puis, juste pour contraster ça, on peut dire 50%, il y a 50% de femmes dans la population. À vue de nez, ça semble non, pas du tout. Quand on pense à 2008-2009, c'était 18% des pertes d'emploi qui étaient subies par des femmes. Et la raison, c'est que dans cette pandémie-là, dans cette crise économique qui a découlé de la pandémie, l'industrie des services a été plus touchée que dans les récessions précédentes, qui étaient principalement dans l'industrie manufacturière et de la production de biens. Mais quand on prend ça, donc 50-50 au début de la pandémie, à mesure que l'économie réouvrait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette proportion-là de femmes touchées par les pertes d'emploi qui n'étaient pas revenues en emploi a pris de plus en plus d'importance, à un tel point qu'en juillet, c'était plus 50-50, c'était 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers des emplois perdus l'étaient par des femmes, alors qu'un tiers l'était par des hommes. Et la raison, c'est qu'au cours de l'été, les usines ont rouvert, mais pas les commerces. Donc, encore là, les femmes ont commencé la pandémie plus vulnérables, ont été plus lourdement touchées par une très grande marge que dans les récessions précédentes que les hommes. Et puis finalement, ce qu'on a regardé, c'est les sondages sur les besoins et les soins de santé mentale au Canada. À la fois, Statistique Canada fait un très bon sondage, à la fois avant la pandémie, puis ils l'ont même refait pendant la pandémie. Je tiens à dire ici que le but, c'est pas de minimiser. On a tous des impacts, mais c'est de trouver vraiment qui est le plus à risque là-dedans. Et ce qu'on remarque, c'est que généralement, les femmes déclarent plus d'incidence
de soins, de besoins de soins en santé mentale et sont largement plus susceptibles de déclarer que leurs besoins sont soit seulement partiellement rencontrés ou pas rencontrés du tout. C'est véritablement des réalités alarmantes, surtout pour les femmes monoparentales, mais aussi pour les personnes à faible revenu. Je me tourne désormais vers Madame de la Sablonnière. De votre côté, les changements sociaux profonds, dramatiques sont au cœur de vos projets de recherche depuis le début de votre carrière. Êtes-vous surprise des groupes ou des tranches de population énumérées par M. Laberge, où elles sont souvent les premières victimes de ces bouleversements sociaux? Oui, je ne suis pas du tout surprise. En fait, j'aime bien l'analogie que M. Laberge a prise sur les bateaux. Donc, on est tous dans le même bateau, mais pas vraiment. Il y a des bateaux plus petits que d'autres, puis il y en a qui n'ont juste pas de bateau aussi. Oui. Je pense que ça, il faut penser à ça aussi. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches dans beaucoup de contextes différents, en Mongolie, en Russie, au Kyrgyzstan, avec les populations autochtones aussi, les Inuits ici au Canada. Et puis, on voit qu'il y a certains sous-groupes qui sont vraiment impactés directement. Puis, un groupe aussi que vous avez à peine mentionné et qui ressort beaucoup d'un consensus scientifique en ce moment, très affecté par la crise, ce sont les jeunes aussi, les jeunes adultes, les adolescents. Puis, je pense qu'il faut aussi s'y attarder. Il y a beaucoup de recherches scientifiques en ce moment qui démontrent, par exemple, qu'ils ont un bien-être émotionnel qui est plus faible que les autres personnes, peut-être plus âgées qu'eux. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, ils sont en pleine période de construction et de développement identitaire. À cette période-là, on a besoin des autres, on a besoin de nos groupes sociaux, on a besoin de notre équipe sportive, on a besoin de notre milieu de travail, de nos parents, etc. Donc, on a besoin en fait de nos points d'ancrage qui nous permettent de nous définir, de nous donner des buts à court terme, des buts à long terme. Et aussi, les jeunes n'ont pas l'expérience de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc, les changements qu'ils vivent en ce moment peuvent arriver comme un choc ou une surprise. Puis, c'est important qu'on s'y attarde aussi parce qu'en fait, comme vous le savez, ils représentent le futur de nos sociétés. Puis, il ne faudrait pas non plus qu'ils soient hypothéqués pour les années à venir. Tout à fait, c'est un groupe de la population tellement important. On va y revenir un peu plus tard, mais si on revient à la base, Madame de la Sablonnière, donc c'est sûr que nos points de repère semblent inexistants présentement. Il y a plusieurs bouleversements du passé qui nous ont permis quand même de construire une résilience collective. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'un changement social dramatique et selon la littérature scientifique, bien sûr, mais comment les événements du passé ont pu façonner notre résilience en tant que société? Oui, alors évidemment, il y a plusieurs événements partout, ici, ailleurs, à d'autres époques aussi qui font partie du passé, qui sont venus façonner qui nous sommes comme peuple et partout ailleurs dans le monde aussi. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions de recherche-là suite à mon baccalauréat. Tout de suite, je suis partie en Biélorussie dans un camp pour les enfants, les jeunes, les adolescents, sur la démocratie et les jeunes. Et puis, on sortait tout juste de l'union l'effondrement de l'ex-URSS. Et puis, je me suis rendu compte rapidement que certains problèmes sociaux qu'on pouvait avoir ici étaient amplifiés, que la pauvreté, elle était extrême. Puis les gens que je rencontrais, ils se posaient beaucoup de questions. Alors, j'ai commencé mon doctorat sur ces questions-là. 2 ans après, je suis partie avec mes questionnaires en Sibérie, dans le transsibérien, pour poser des questions aux gens, pour essayer de comprendre, mais c'est quoi ces changements-là, ces grands changements-là? Moi, je n'avais jamais vécu ça personnellement, puis je n'arrivais pas vraiment à comprendre, puis je n'étais jamais satisfaite. Alors, il y a quelques années, j'ai entrepris le travail d'analyser la littérature complète en sociologie, en psychologie, plus de 5000 articles scientifiques, j'en ai lu en profondeur, plus de 300, pour essayer de définir, mais c'est quoi ça, ce changement social dramatique-là? Puis qu'est-ce qui le distingue, par exemple, d'un changement qu'on pourrait qualifier de personnel dramatique, qui pourrait être tout aussi important, mais c'est quoi la différence entre les deux? Et
Sommairement, un changement personnel, lorsque ça arrive, ça peut être extrêmement dramatique. Par exemple, si y a un avion qui s'effondre, puis quelques membres de notre famille décèdent sur le coup, ben, ça va être extrêmement difficile. Ma vie va s'effondrer carrément. Par contre, je vais pouvoir aller vous voir, David, je peux aller voir M. Laberge aussi, demander de l'aide, aller voir des ressources, des psychologues. Par contre, lorsqu'un grand changement social dramatique se produit, c'est tout le monde qui est affecté. Et non seulement tout le monde, mais aussi les infrastructures, les ressources. Là, on le voit, par exemple, aujourd'hui, on parle, est-ce qu'il va y avoir assez de lits d'hôpital pour les hospitalisations? C'est des questions préoccupantes parce que le système est remis en question. Donc, il y a des ruptures qui se passent au niveau du système, des gouvernements, aussi dans nos comportements. On ne sait pas trop comment agir. Tout se passe sur Zoom en ce moment, le télétravail, les cours, les adolescents qui suivent leurs cours dans leur sous-sol toute la journée. Donc, on sait même aller à l'épicerie au début, ça devenait assez difficile. Et puis, ça se passe rapidement. Bang, du jour au lendemain, tout change. Et puis, finalement, ça amène une menace à notre sentiment ou à notre identité collective. Qui sommes-nous dans cette crise-là? Est-ce qu'on va bien aller? Ce sont quoi nos buts à court et à long terme? Puis évidemment, ça va venir nous impacter tous sur le plan personnel, ces grands changements-là. Tout à fait. On revient avec l'image de, bien sûr, avoir nos propres bateaux, mais aussi un grand bateau collectif. Donc, justement, M. Laberge, je me retourne vers vous. Vous avez justement analysé certaines catastrophes naturelles ou certaines récessions économiques du passé qui ont eu un impact, bien sûr, à moyen et à long terme, comme vous avez effleuré le sujet tantôt. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, donner des exemples de quels événements dramatiques du passé que vous avez pu analyser et les statistiques qui ressortent de cette analyse? Absolument. Je pense que ce qu'il faut réaliser, qu'il y a de vraiment particulier puis presque unique avec la pandémie actuelle, c'est l'empilade d'impacts stressants ou d'événements stressants sur l'humain. Le premier, évidemment, au premier chef, il y a la question du confinement. Donc, être confiné à la maison, ce n'est pas quelque chose qui est normal. C'est une disruption de notre routine quotidienne. Donc, c'est un premier stress. Un deuxième, de l'avenir incertain. On ne sait pas trop. On sait, bon, ces temps-ci, Noël est à la mode comme sujet de discussion ces temps-ci, mais ça a été comme ça depuis le début. On ne sait jamais trop ce qui s'en vient. Oui. Puis le troisième, c'est le stress financier de la récession, où il y a des gens qui ont fait face à une perte de revenus très importante, qu'on ne savait pas ce qui était pour arriver le lendemain. Et la combinaison de ces différents stress-là, on ne la voit pas toujours. Quand on pense à une récession, il n'y a pas l'avenir incertain, il n'y a évidemment pas le confinement. Alors, il fallait regarder un certain nombre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les feux de forêt de Fort McMurray, qui a eu une composante d'évacuation d'1 mois, donc c'est quand même pas marginal. Et puis, bon, c'est pas un confinement, mais c'est quand même une disruption quotidienne dans le sens que là, à la place d'être confiné à la maison, on est carrément extrait de notre milieu de vie, qui avait aussi la dimension de stress financier parce que forcément, quand la ville est évacuée, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de temps d'activité économique. Et on a aussi regardé les récessions de 2008-2009 et des années 90. Et on a tiré de ça certains constats qui sont assez intéressants, même s'ils sont, dans le fond, un peu effrayants quand on regarde ça. Le premier, c'est que pour les incendies de forêt de Fort McMurray, on a regardé 3 variables. Le nombre de visites en département d'urgence hospitalier pour des diagnostics liés à l'anxiété ou au stress, le nombre de visites chez des professionnels des soins de la santé mentale, les prescriptions d'antidépresseurs. Ce qu'on remarque, dans les 3 cas, les 3 variables augmentent très significativement durant l'évacuation. Donc, dans le mois d'évacuation, il y a un pic de consultation et de prescription. Par contre, immédiatement après la réintégration dans le milieu de vie, les visites au département d'urgence reviennent à peu près à la normale, plus ou moins 2 %. C'est dans la marge d'erreur essentiellement. Ce qu'on remarque par ailleurs, c'est qu'il y a un transfert des visites au département d'urgence vers les visites chez les professionnels plus réguliers, dans le réseau régulier des soins de la santé mentale, parce que plutôt que de revenir à la normale, alors, après l'évacuation, lors de la réintégration, les visites continuent d'augmenter pour un certain nombre de semaines.
C'est la même chose pour la prescription des antidépresseurs qui continue d'augmenter aussi. Et ce qui est encore plus marquant, c'est qu'on avait les données de 2019, donc c'est quand même là, presque 4 ans après les feux de forêt puis l'évacuation. Et non seulement on n'était pas revenu à la normale de pré-feu de forêt, mais il n'y avait absolument aucun signe de normalisation, de tendance à la baisse dans le nombre de visites dans les prescriptions d'antidépresseurs. Alors, quand on disait que c'est là pour longtemps, dans le cas de Fort McMurray, 4-5 ans plus tard, on ne voit même pas de début de normalisation. La même chose est observée dans le cas des récessions de 2008-2009 et des années 90. Ce qu'on a regardé dans ce cas-là, c'est la part du chômage de long terme, donc chômage de plus de 12 mois. La raison pour laquelle on a regardé ça, c'est que plus longtemps on est retiré du marché de l'emploi, plus c'est difficile de réintégrer. Pour des questions de networking, de réseautage, mais aussi pour des questions des capacités plus techniques qui peuvent s'éroder au travers du temps ou même être perçues comme s'étant érodées. Ce qui, à toute fin pratique, là, diminue les chances de réintégration aussi. Et encore là, ce qu'on voit, c'est que la proportion de chômage à long terme augmente presque double durant les récessions, mais que ça prend aussi jusqu'à 10 ans après la fin de la récession pour qu'on commence à avoir une normalisation à un niveau de pré-récession. Alors encore là, ce sont des phénomènes qui sont là pour rester, qui vont être avec nous longtemps et auxquels il faut s'adapter. Donc, des impacts à moyen et à long terme assez drastiques. Justement, Madame de la Sablonnière, vous en avez parlé tantôt, on parlait des jeunes, des adolescents aussi qui vivent des problématiques en lien avec la santé mentale. Vous avez actuellement une étude qui est en développement qui vise à étudier les conséquences sociales de la pandémie chez les jeunes adultes, les adolescents, les enfants québécois. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et aussi peut-être nous donner quelques résultats préliminaires? Oui, certainement. Premièrement, le projet auquel vous faites référence, c'est un projet vraiment en émergence. Donc, on n'a pas commencé à le faire. Et puis, ce n'est pas nécessairement un projet de recherche en soi, bien que nous allons documenter là, pour nous assurer là, que c'est scientifique ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est efficace ce qu'on fait. Donc, ce qu'on tente de faire, c'est de proposer une intervention communautaire parce qu'on vit présentement un problème qui est collectif. Donc, on argumente principalement que pour un problème collectif, nous avons besoin d'une solution collective. Et ce projet-là, je pourrais en discuter un petit peu plus tard, est intimement relié à un projet de recherche que l'on mène présentement et pour lequel nous avons déjà des résultats. Certains sont préliminaires, certains sont plus solides aussi. En fait, c'est une étude longitudinale à plusieurs temps de mesure, c'est-à-dire qu'on a suivi plus de 3500 Canadiens et Canadiennes depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui et nous allons les suivre aussi au mois d'avril prochain. Et puis, on leur a posé plusieurs questions, certaines sur leur perception des changements, qu'est-ce qui se passe autour d'eux, leurs préoccupations, qu'est-ce qui les inquiète, leur perception aussi des mesures sanitaires, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce que c'est perçu comme étant clair? Est-ce que c'est cohérent? Et si oui ou non, comment ça peut influencer leur comportement par la suite? Puis c'est quoi le processus qui fait en sorte que certains vont, oui, adhérer aux règles sanitaires et d'autres peut-être un peu moins. Donc, on a plusieurs questions comme ça. On regarde aussi même les patrons de sommeil à travers le temps. Puis, avec ces résultats-là, on s'est rendu compte que justement, les jeunes adultes, parce que c'est un échantillon adulte de 18 ans et plus, donc les jeunes adultes, ils avaient plus d'émotions négatives à travers la crise que les personnes qui étaient plus vieilles qu'elles. Donc, et puis les étudiants aussi, par exemple, vivaient plus d'émotions négatives qu'à travers toute la crise jusqu'à aujourd'hui que les gens qui sont des travailleurs, par exemple, ou même que les retraités. C'est ce qu'on a trouvé dans nos recherches. Et puis là, ça m'a hanté un peu, toutes ces questions-là. Puis je me disais, bien,
on devrait peut-être faire quelque chose avec ces résultats-là. Oui. Et puis, donc, c'est là qu'on a proposé notre autre projet qui est présentement en demande de fonds. On essaie d'aller chercher des fonds. On a fait une demande récemment. On a déjà plusieurs partenaires là, qui ont accepté de collaborer avec nous. Par exemple, le département de psychologie, la clinique universitaire ici de psychologie de l'Université de Montréal, le regroupement Lavallois là, pour la réussite éducative et plusieurs autres partenaires. Oui, on le souhaite parce que c'est vraiment un projet qui est important en ce moment et je suis persuadé que tout le monde qui est à l'écoute présentement se pose la question comme moi. Au-delà de ce contexte difficile, on souhaite rester bien sûr positif et connaître les pistes de solutions qui sont disponibles pour la population, mais aussi pour les décideurs en place, que ce soit à court, moyen et long terme. Je me tourne vers M. Laberge. Commençons par vous. Il y a certaines pistes de réflexion, de solutions qui sont offertes quand même dans votre rapport. Pouvez-vous nous en expliquer quelques-unes? Oui, en fait, je pense que je suis un éternel optimiste. Alors, j'essaie toujours de trouver l'angle ou le côté positif. On en a tous un peu besoin ces temps-ci. Je pense qu'il y a moyen de tourner ça, dans certains cas, de tourner la situation, le plateau de citron qui nous a été servi en bonne limonade, dans certains cas, pas toujours, évidemment, il y a des situations qui sont dramatiques. Il faut aussi le reconnaître. Par exemple, pour les employeurs, je pense que c'est une opportunité incroyable d'engager un dialogue avec les employés, comprendre quels sont les besoins, savoir est-ce que le support, les bénéfices qui sont fournis présentement correspondent à ces besoins-là. Des fois, c'est pas toujours une question de gros sous, parfois c'est de la flexibilité, parfois c'est même seulement de l'écoute ou même de faciliter de la connexion entre les groupes d'employés pour avoir une certaine socialisation, d'avoir les fameux programme d'aide en emploi j'ai juste le terme anglais qui me vient en tête, là, mais mindfulness, c'est possible de les livrer de façon digitale dans certains cas et ça aide. Je sais qu'il y a certains employeurs qui ont considéré aussi donner du support, du tutorat, du mentorat, des activités de lecture aux enfants de leurs employés. Dieu sait qu'au printemps, c'était utile. Donc, ce genre de choses-là permettent d'engager un dialogue qui est très positif. Et moi, je crois que les employeurs qui vont avoir le guts de le faire vont se positionner pour la reprise, puis vont en sortir gagnants quelque part. L'autre chose, à quelque part, on est aussi chanceux que ce soit arrivé en 2020. Si c'était arrivé, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, ça n'aurait pas été aussi facile d'exploiter les canaux digitaux pour fournir certains services, entre autres les services individuels de soins de santé mentale qui sont maintenant rendus possibles. Ce n'est pas possible dans tous les cas, mais étant donné le volume qu'on prévoit, ou qu'on voit venir dans le futur, je pense que c'est une option qui est à considérer pleinement. Puis finalement, je dirais, pour nos gouvernements, il n'est pas toujours nécessaire de tout dédoubler. Je pense que le gouvernement a une présence avec ses services de première ligne. Je pense particulièrement aux écoles, puis au centre de la petite enfance, où on a accès à un enfant, on a accès à un parent, puis à un enfant, à une famille au complet, et on peut se servir de ces réseaux-là si on a les bonnes ressources sur place pour identifier les gens qui ont le plus besoin de support, puis les référer vers les bonnes ressources, qu'elles soient publiques ou privées. Un très bon point. Merci pour vos messages. Le message est lancé aux employeurs surtout. Merci, M. Laberge, pour ces recommandations. Madame de la Sablonnière, je me tourne vers vous maintenant pour vous demander en quoi vous en avez parlé un peu tantôt, mais l'intervention communautaire, l'approche collective qui peut grandement aider en ce moment, comment elle peut faire partie de la solution en ce moment? Bien, en fait, au-delà de ce que nous, on propose, par exemple, je pense que il faut vraiment prendre, puis je dis c'est tout le monde, ce sont les gouvernements, nous tous, les employeurs, les employés, vraiment prendre un temps de pause pour comprendre ce qui se passe, comprendre l'ampleur aussi des changements autour de nous, puis vraiment réaliser que c'est quelque chose qui est collectif, qui nous touche tous. Donc, et puis, donc, déjà, de faire cette démarche-là, c'est parce qu'il n'y a pas juste la solution que je propose. Donc, M. Laberge en proposait. Il y a aussi des solutions plus individuelles. Par exemple, on pourrait avoir tous les psychologues du privé, aller dans le public. Mais même ça ne serait pas suffisant. Puis aussi, on est habitué comme citoyen au Canada, un pays quand même assez privilégié,
de penser en termes de solutions individuelles. Donc, si moi, j'ai un problème, je me tourne vers un psychologue. Si j'ai besoin d'un psychoéducateur, j'y vais. Si j'ai besoin de parler à mon patron, j'y vais. Donc, il faut vraiment penser autrement, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on propose, c'est une intervention qui utilise les données scientifiques comme moteur de discussion, un tremplin de discussion pour comprendre ce qui s'est passé autour de nous aussi, puis pour aller plus en profondeur vers peut-être ces émotions-là qu'on aurait pu vivre durant cette crise-là. Et puis, l'objectif, c'est que les jeunes se regroupent activement dans la recherche de solutions collectives qui peuvent inclure aussi des solutions individuelles, mais collectives pour améliorer cette résilience-là collective dont on parle si souvent. Puissent partager leur opinion aussi sur ces solutions-là et aussi Exact. parler de santé mentale. Donc, l'important, comme vous dites, c'est d'aborder le sujet, d'entamer des discussions et en parler ouvertement. Puis, si vous me permettez, monsieur, c'est que ça permet aussi de normaliser l'expérience et surtout de sortir de l'isolement. Donc, on n'est pas les seuls et il y a beaucoup de bénéfices par rapport à ça également. Tout à fait. Puis on va le voir avec notre prochaine invitée, puisqu'avant de passer à la période de questions, il me fait plaisir de vous la présenter pendant qu'elle active sa caméra et son micro. On parlait tellement de l'importance de parler de santé mentale. Elle se démarque actuellement avec son projet bénévole qui vise à réduire les tabous entourant la santé mentale, à briser l'isolement des personnes qui souffrent, souvent en silence, et à redonner espoir, un humain à la fois. On est très, très heureux de l'avoir avec nous. Elle est étudiante au doctorat en psychologie clinique de l'Université de Montréal et elle a fondé en 2018 cet organisme qui fait du bien en ce moment et depuis ses tout débuts. Nous avons le grand bonheur d'accueillir Lisa-Marie Hontois, fondatrice et directrice générale de Humain avant tout. Tout d'abord, merci Madame Hontois d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Merci à vous. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, en quoi consiste Humain avant tout et sa mission première? Oui, en fait, Humain avant tout, c'est un organisme à but non lucratif de prévention en santé mentale. Donc, nous, ce qu'on fait normalement là, en temps hors COVID, c'est qu'on va à la rencontre de personnes qui ont un trouble de santé mentale diagnostiqué ou pas, ou qui ont traversé une épreuve de vie difficile, par exemple un deuil, une agression ou une maladie physique. Et on recueille leurs histoires et ensuite, accompagné d'une photo, on publie ça sur les réseaux sociaux avec l'objectif de réduire les tabous entourant la santé mentale, de briser l'isolement et de redonner espoir. Donc, essentiellement, c'est vraiment ce qu'on fait là, depuis 2 ans et demi à travers nos plateformes. Puis, en tant qu'entrepreneur social, pourquoi c'est important pour vous de justement lancer Humain avant tout et comment que le projet a pu voir le jour finalement? Oui, il y a plusieurs événements là, qui m'ont amené à démarrer Humain avant tout. Un des premiers, c'est quand j'ai commencé mes études en psychologie clinique à l'Université de Montréal au doctorat, j'étais amenée à voir des patients dans le cadre de mes stages et les patients me disaient sensiblement la même chose, hein, qu'ils avaient très honte d'avoir une maladie mentale et parfois ils n'avaient même pas une maladie mentale, ils avaient tout simplement, ils traversaient tout simplement une période assez difficile, puis ils se sentaient défectueux ou anormaux de souffrir alors que la souffrance, elle est humaine, elle est universelle. Et moi, j'avais envie de dire à ces personnes-là, mais parlez-vous, ça va peut-être vous aider, vous enlever une couche de souffrance importante que de savoir que vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est pour un premier élément. Puis un deuxième élément, en fait, moi, en 2015, le suicide a touché ma famille de très près. Donc évidemment, ça a été vraiment là, un événement assez bouleversant. Puis c'est à ce moment-là que les statistiques sur le suicide que je connaissais déjà sont devenues très réelles. Donc on sait qu'au Québec, à tous les jours, il y a 3 personnes qui s'enlèvent la vie et il y a environ 80 personnes qui font une tentative de suicide. C'est énorme. Et ces statistiques-là portent des noms, puis on dirait que ça m'a vraiment frappée à ce moment-là. Puis je me suis dit, mon Dieu, il y a donc bien de personnes qui souffrent dans le silence, qui sont seules et qui ont honte. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, ça serait vraiment intéressant de créer sur les réseaux sociaux une plateforme pour ouvrir le dialogue sur la santé mentale et réduire ce
sentiment de solitude et ce sentiment de honte-là que portent trop de personnes. C'est incroyable que vous êtes allé au bout de cette idée-là. C'est lorsqu'on regarde le projet, que ce soit sur vos plateformes numériques, sur le site web, le Facebook ou la page Instagram de Humain avant tout, c'est chaque semaine des témoignages inspirants, lumineux de personnes qui vivent justement avec plusieurs stress, anxiété, plusieurs histoires qui sont importantes à discuter. Est-ce qu'au cours des dernières années, au cours des 2 dernières années, puisque vous recevez énormément de témoignages chaque semaine, est-ce qu'il y en a qui sont plus marquants ou qui ont permis de juste confirmer votre choix de vous lancer dans ce projet-là de façon bénévole? Mm-hmm. Oui, bien en fait, c'est sûr qu'on a rencontré à l'heure actuelle environ 100 personnes, ce qui est quand même beaucoup. Puis c'est certain que chaque témoignage me touche d'une façon différente. Puis je veux prendre le temps de remercier les personnes qui acceptent de partager parce que ça demande vraiment beaucoup de courage. Mais c'est certain qu'il y a des histoires qui me marquent encore aujourd'hui. Je pense à une histoire qui a été racontée dans la presse cet automne, qui est celle de Marianne, Francis et Aube. Donc, Marianne, c'est une jeune femme de 25 ans qui a perdu son amour de jeunesse par suicide alors qu'elle avait 19 ans. Et moi, je l'ai rencontrée l'année dernière, donc en 2019, afin qu'elle me partage son histoire. Elle m'a raconté qu'est-ce qui s'était passé. On a partagé ça sur les réseaux sociaux d'Humain avant tout. Et suite à ça, elle a reçu beaucoup de messages de compassion, de remerciements. Et il y a un message qui a attiré son attention, qui est celui de Francis, un homme qui avait traversé une épreuve, qui avait vécu une souffrance qui était similaire à la sienne. Et de fil en aiguille, ils ont commencé à se parler. Ils sont tombés amoureux et Marianne a donné naissance à leur petite fille Aube cet été. Donc, Aube, pour rappeler qu'après les nuits les plus noires, l'aube revient. Donc, ça, c'est sûr que c'est une histoire que je porte en moi et qui confirme que Humain avant tout peut contribuer à faire du bien. Donc, ça, c'est vraiment, c'est sûr que ça, c'est l'histoire là en ce moment qui m'habite encore beaucoup. Ça permet également d'avoir d'autres êtres humains, d'avoir une expérience tellement lumineuse, une histoire tellement inspirante. On vient juste de passer un mois de novembre qui est souvent considéré un mois difficile en raison du manque de lumière, du manque d'énergie pour certains. Pour contrer la noirceur, vous avez lancé le concours Novembre en lumière, soit de faire tirer des lumières de Noël parmi les citoyens et les citoyennes du Grand Montréal, pour qu'ils puissent les allumer et aussi répandre la joie et aussi l'espoir dans leur voisinage. C'est une action individuelle qui peut sembler banale, mais qui a aussi un impact important au niveau collectif, sur un voisinage complet. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et comment que vous avez vécu ça sur le terrain, là? Je pense que vous êtes allé en livrer personnellement aussi. Oui, en fait, on les a tous livrés, on a tous livré les lumières personnellement. En fait, c'est ça, on a décidé de partir cette initiative-là au début du mois de novembre parce qu'avec Humain avant tout, on a dû suspendre les rencontres. Donc, on avait envie de se réinventer un petit peu puis de répandre la magie, de répandre de l'espoir. Les gens ont besoin de ça en ce moment. Donc, on a décidé de faire tirer des lumières de Noël, comme vous nous l'avez dit et comme vous l'avez dit. Puis, on a eu une subvention d'Hélène David, députée de Marguerite Bourgeois, qui nous a aidés avec ça. Puis, on a fait un concours sur nos plateformes Facebook et Instagram et on a eu une dizaine de gagnants. Puis, on est allé dans les différents quartiers à Montréal, sonner aux portes avec nos masques, évidemment, en respectant la distanciation. C'était assez cocasse. Et on a livré les lumières de Noël. Puis, on a tellement eu des beaux témoignages après, des gens qui nous envoyaient des photos avec leurs lumières de Noël. Puis, on avait vraiment à cœur que le concours puisse bénéficier à tout le monde, donc aux communautés culturelles aussi. Donc, on est allé on a remis en fait des lumières de Noël à une participante d'Humain avant tout qui est sénégalaise et qui a remis les lumières dans une école de Saint-Michel, donc dans une école qui se situe dans un quartier défavorisé à Montréal. Et on va faire la même chose la semaine prochaine dans une école de La Salle, qui est aussi située dans un quartier défavorisé. Donc, pour que les enfants, les adolescents puissent revenir à la maison avec des lumières et puissent apporter un peu de réconfort, de joie là, dans leur maison. C'est tellement important. Merci pour ces démarches-là et ce concours-là tellement lumineux. J'ai une dernière question avant de passer à la période de questions du public. Donc, je rappelle à tous ceux et celles qui sont avec nous de bien sûr utiliser le bouton Q&R qui se situe en bas de votre écran pour nous poser votre question à nos 3 experts invités. Mais la dernière question avant de passer à la période de questions serait que,
bien sûr, le gouvernement québécois s'est penché sur la question de la santé mentale. Au cours des dernières semaines, il y a eu des récentes annonces totalisant 170 millions de dollars pour favoriser l'accès aux soins. C'est un pas important dans la bonne direction, mais plusieurs exigent des investissements et des solutions supplémentaires, bien sûr. Madame Montoy, vous plaidez pour un accès universel à la psychothérapie. Selon vous, c'est la meilleure façon, avec la prévention, d'éviter une crise plus profonde après la pandémie? Mm-hmm. Mais en fait, je pense que c'est une des solutions. Donc, il y a plusieurs solutions. Puis je pense que d'instaurer un système d'accès universel à la psychothérapie, ce serait très bénéfique en ce moment. Et oui, vous l'avez dit, hein, le gouvernement a fait d'énormes pas dans la bonne direction, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. On aurait les moyens de le faire. Il y a des études qui ont été menées au Québec et qui révèlent que d'implanter un système d'accès universel à la psychothérapie qui serait financé par le système de santé publique, donc par l'État, ça serait rentable économiquement. Et il y a un système d'accès universel à la psychothérapie qui existe même en Angleterre et qui a un coût net de 0. Donc, je me pose vraiment la question en ce moment de pourquoi on se passerait de ça alors que ça pourrait permettre à plein de Québécois et Québécoises d'avoir accès rapidement et gratuitement à un psychologue. Bien évidemment, on ne pourra pas offrir un psychologue à tous les Québécois, toutes les Québécoises. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est une des solutions parmi tant d'autres, mais assurément, je pense que ce serait très, très important d'envisager ça et ça pourrait contenir la crise actuelle puis éviter que ça s'aggrave encore plus. Madame de la Sablonnière, je vais vous laisser aussi la chance d'exprimer votre opinion également là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ces solutions-là et surtout de la prévention qui est tellement importante? En fait, c'est vraiment une excellente idée. Puis aussi, il ne faut pas penser en termes de solutions uniques. C'est complémentaire. Parce que des interventions communautaires, oui, on est vraiment dans la prévention. Puis si on voit qu'il y a un problème, on va se diriger vers une ressource plus individuelle, l'accès universel, etc. Donc, les deux sont complémentaires et évidemment, on a besoin des deux. Les interventions communautaires jouent dans la prévention. On n'a pas l'ambition de traiter les troubles de santé mentale grave, de médicamenter les gens s'ils en ont besoin. Donc, ce n'est pas du tout le mandat. C'est vraiment pour essayer de toucher le plus de monde possible afin de minimiser les impacts négatifs psychologiques qui peuvent arriver suite à une crise telle qu'on la vit aujourd'hui. Tout à fait. Puis c'est important aussi de répondre aux différentes questions qui sont actuellement posées dans notre section Q&R, puisqu'on veut prendre le temps de répondre à ces questions-là tellement importantes des gens qui sont présentement en ligne avec nous. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous acheminer ça au bas de leur écran avec la section Q&R. Donc, si vous le voulez bien, on va passer avec la première question avec nos trois invités qui vont pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, on a une première question qui est anonyme, qui, dans le fond, j'adresse peut-être à Lisa-Marie Ontoy. Avez-vous des conseils à donner aux intervenants des services sociaux sur la manière d'accompagner nos clients en détresse alors que nous le sommes nous-mêmes? Oui, c'est une excellente question. En fait, je pense que c'est très important en tant qu'intervenant de prendre soin de sa propre santé mentale avant, justement, pour être capable de prendre soin de la santé mentale des personnes qui viennent nous consulter. Moi, j'aime beaucoup l'analogie, là, vous savez, dans l'avion, quand on a les instructions de mettre le masque par les agents de bord, c'est on invite les adultes à mettre leur masque d'abord avant de mettre le masque à l'enfant. Mais c'est un peu la même chose pour la santé mentale. En fait, ce serait les conseils qu'on donne aux patients, ce serait de se les appliquer à nous-mêmes. Donc, tu sais, quand on dit, par exemple, aux patients ou à nos clients que c'est important de bouger, que c'est important de maintenir des liens sociaux, que c'est important de rire, de se connecter au beau en ce moment, de se connecter à l'espoir, mais je pense que c'est important de ne pas oublier que nous-mêmes, on doit le faire avant tout pour prendre soin de notre propre santé mentale pour ne pas s'effondrer et pour être capable aussi de mieux accompagner les personnes par la suite. Mais c'est sûr qu'en ce moment, moi, j'ai beaucoup de respect et d'empathie pour les professionnels qui sont dans le système de santé publique et privé aussi, qui travaillent à aider quotidiennement des personnes au niveau de leur santé mentale parce que
c'est déstabilisant pour tout le monde. C'est un trauma collectif en ce moment et pour tout le monde, peu importe notre statut, peu importe notre travail, peu importe la couleur de notre peau, on vit quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, je pense que c'est à chaque personne de trouver les outils, les stratégies qui lui conviennent pour prendre soin de sa santé mentale. Et ça, vraiment, ça fluctue, ça varie d'une personne à l'autre. Donc, c'est important de savoir les reconnaître et de les mettre en place. Tout à fait. Je ne sais pas si les deux autres invités vous souhaitez commenter. Sinon, j'ai une autre question, si vous le voulez bien. On va y aller avec la deuxième question, qui est une question de Patricia, qui pourrait peut-être intéresser M. Laberge. Comment pourrons-nous faire face aux conséquences économiques catastrophiques à long terme? L'endettement du Canada est abyssal, donc nous aurons du mal à continuer à s'endetter. Quelles solutions sont envisageables pour aider la population à se remettre de la pandémie? Je pense qu'il y a plusieurs aspects à cette question-là. Je vais prendre le premier qui est mentionné explicitement, celui de la dette publique. Effectivement, c'est un déficit de presque de 400 milliards qui a été annoncé cette semaine. On sait que la dette publique du Canada va continuer de s'accroître pour un certain temps. Je pense que ce qui est particulièrement important maintenant, puis que quelque part c'est un peu alarmant de ne pas le voir, c'est que ça prend un ancrage fiscal. Le déficit ou la dette en soi, c'est pas un problème. Ça devient un problème quand on n'a pas de façon de le gérer, qu'on n'a pas d'objectif à atteindre pour que ça demeure dans le cadre de ce qui demeure gérable. Parce que effectivement, si on n'a pas de cible, ben, on navigue un peu à vue, puis bon, un peu plus, un peu moins, c'est pas trop grave. Et c'est là que ça devient un gros problème. Je pense qu'il faut prendre un pas de recul puis réaliser que même avant la crise, le Canada était quand même dans une bonne position. Les agences de crédit ont réitéré la cote AAA sur la dette canadienne. Donc, pour le moment, puis j'insiste là-dessus, pour le moment, c'est pas alarmant. Mais il faut un plan pour le gérer. Et le plan, ça passe par un ancrage fiscal. Auparavant, c'était la dette par rapport au PIB. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je pense qu'un des moments forts ou des moments clés pour ça, ce sera au mois de mars quand le budget, la saison des budgets va arriver au provincial, au fédéral. Si à ce moment-là, il n'y a pas de plan plus clair, on devra commencer à regarder ça très, très, très sérieusement. Après ça, c'est la reprise économique. Ce qui va être important, ça va être de susciter la reprise pour que l'activité économique reprenne et que les gens puissent faire face à leurs obligations à très court terme. L'autre chose, je pense qu'il faut ressortir de ça, puis c'est peut-être plus du point de vue individuel, particulièrement au Québec. Ce qu'il faut qu'on se rappeler aussi, c'est qu'avant la pandémie, au mois de février dernier, là, le Québec était à toute fin pratique en plein emploi. Il y avait des pénuries de main-d'œuvre un peu partout. Puis la récession à laquelle on fait face, c'est une récession qui est d'ingénierie, si on veut. Hein, ce n'est pas les fondamentaux économiques qui se sont effondrés, qui nous ont laissés dans un marasme économique, c'est la santé publique qui a requis qu'on ferme des grands pans de notre économie pour assurer le bien-être de nos populations. Alors, ce que ça veut dire pour moi, ça, c'est deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de reprise économique sans reprise de la santé publique. Tant que les gens vont être inquiets de se présenter dans des commerces, dans des lieux de divertissement au travail, la reprise va être difficile. Mais ça veut aussi dire que les fondamentaux, jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'avec tous les programmes de support qui sont en place, c'est difficile de voir à quel point les fondamentaux sont là ou pas là. Mais on peut s'attendre que jusqu'à maintenant, les signaux de reprise sont assez bons et on peut s'attendre à ce que l'économie, une fois que le virus sera contrôlé, reprenne de plus belle. Puis à ce moment-là, qu'on fasse face aux mêmes problèmes qu'auparavant où il y avait des pénuries et où il faudra se repositionner, d'où l'importance pour les employeurs d'avoir cette question-là en tête, de faire attention à leur main-d'œuvre, puis de s'engager dans le dialogue dont on parlait précédemment. Tout à fait. Et on va garder un œil attentif sur l'évolution de ça qui peut arriver très rapidement. Merci beaucoup pour la réponse. J'ai une question peut-être pour Roxane de la Sablonnière. Donc, on a Amélie Coulombe-Boulet qui nous dit « J'ai lu sur l'Observatoire des plus petits que les parents de jeunes enfants étaient plus affectés que d'autres tranches de la population, notamment pour les troubles de santé mentale. On parle d'anxiété, troubles du sommeil, notamment par l'effritement du soutien social causé par la crise. Avez-vous observé la même chose de votre côté ou est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
En fait, voulez-vous avoir mon expérience personnelle ou bien les données scientifiques? Les deux, oui. Écoutez, moi, j'ai 4 enfants, dont 2 avec des besoins plus prononcés, plus jeunes aussi. Et puis, j'essayais de me convaincre moi-même. Vous savez, la psychologie est quand même bien faite, la psychologie humaine, comment on essaie de se justifier dans nos situations. Je me disais, mais les enfants m'aident à faire face à cette crise-là, etc. Et puis, quand j'ai vu nos données scientifiques, on s'est rendu compte qu'il y a effectivement une différence entre les personnes qui sont parents versus les personnes qui ne sont pas parents. Et ceux qui sont parents, comme moi, bien, c'était totalement faux, ma théorie personnelle. C'est en fait le bien-être émotionnel est plus faible à long terme et pendant toute la crise pour ceux qui sont parents que comparativement à ceux qui ne le sont pas. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais jusqu'à maintenant, ce sont les résultats qu'on a obtenus. Et puis, c'est sûr qu'on va approfondir là, cette question-là davantage, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait, tu sais, c'est quoi dans ce processus-là qui explique ces émotions-là? C'est-tu juste le fait que tu as des enfants ou c'est le fait que tu n'as juste plus le temps? Ou, tu sais, donc, essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis pourquoi. Tous les éléments, Exact, oui, autour, exact, oui. Mais oui, on a vu des différences. Merci pour la réponse. J'ai une autre question aussi de Bruno Launois qui nous dit comment identifier si une personne peut encore trouver des réponses par elle-même ou dans quel cas elle doit vraiment avoir un suivi psychologique? Je pourrais y aller par rapport à ça. En fait, c'est une bonne question. Je pense que quand le fonctionnement de la personne commence à être atteint, donc quand la personne a de la difficulté à faire les activités de son quotidien, la difficulté à aller travailler, à aller faire son épicerie, elle reste couchée plus longtemps dans son lit. Donc, quand on voit vraiment une altération au niveau du fonctionnement ou dans les relations interpersonnelles, que ça commence à être plus difficile, mais là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de penser à aller consulter. Parfois, ça peut durer 3-4 jours, c'est pas si inquiétant, mais quand ça commence à durer 1 semaine, 2 semaines, mais là, c'est là qu'on commence à s'inquiéter, puis qu'on pourrait penser à justement appeler un psychologue ou consulter ou simplement en parler, premièrement, à une personne de confiance. Je pense que c'est important. Je pense que c'est la première étape. On parle souvent des psychologues, des travailleurs sociaux. Oui, ils sont là pour une raison, mais les gens aussi, je pense qu'on doit en ce moment avoir recours, faire appel à notre réseau proche, donc de ne pas hésiter à parler de notre souffrance à une personne de confiance. Puis si ça non plus, c'est pas suffisant, bien là, à ce moment-là, d'aller chercher de l'aide. Puis parfois, ça peut même être aidant d'y aller avec la personne de confiance. Donc, de faire un appel téléphonique avec la personne qui est à côté de nous, ça peut être quelque chose qui est très soutenant aussi. C'est une très bonne idée parce que des fois, on a l'impression que les gens gardent ça pour eux tellement longtemps puis que ça s'effrite en termes de longueur puisqu'ils ont peur d'avoir des listes d'attente pour des professionnels et tout ça. Mais au moins, avoir des solutions à court terme ou rapidement, d'en parler ouvertement, ça peut aider à juste désamorcer bien des choses. Donc, oui, exactement. Puis on parlait de l'importance de la prévention tantôt et ça, c'est de la prévention aussi, le soutien social. Donc, de parler de sa souffrance, c'est quelque chose qui est très, très protecteur. Merci pour la réponse, Lisa Marie. Donc, une question de Maria Arose pour tous les panélistes qui se pose la question suivante. Quelles sont vos suggestions de mesures de prévention qu'on pourrait mettre en place, surtout dans les milieux de travail, pour mitiger les impacts de la crise de santé mentale qu'on vit actuellement ou qui s'en vient? Donc, les milieux de travail. On a parlé un peu tantôt avec les employeurs. Je peux peut-être répondre brièvement, puis parce que Mathieu, M. Laberge, c'est vraiment sa compétence, là. Mais moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que lorsque des grands changements, on perd nos points d'ancrage en termes de comportement. Donc, on a besoin des autres pour savoir quoi faire, quand le faire. Donc, nos normes sociales, donc j'allume le Zoom, je fais quoi? Là? Tantôt, j'ai bougé ma chaise, je suis tombée comme ça, mais là, tu sais, j'aurais pas eu cette situation-là dans un contexte de classe où je peux me reprendre, où c'est plus facile. Donc, on perd tous nos points d'ancrage, puis de se rendre compte de ça, puis aussi d'accepter nos difficultés ou les fois où on réussit un peu moins parce que justement, on ne connaît pas les normes dans lesquelles on est, les nouvelles normes, parce qu'on ne travaillait pas 5 jours semaine à la maison avant. Donc, je ne sais pas, M. Robert, si vous pouvez ajouter là-dessus, mais c'est ce qui m'est venu en tête lorsque j'ai entendu la question. Absolument. Je pense que
j'ai eu la chance dans les derniers mois de parler à beaucoup de groupes de PDG, de chefs des finances, d'exécutifs, puis d'employés aussi. Puis ce que j'ai remarqué, dans le fond, en milieu de travail particulièrement, il y a quelques petites choses qu'il faut garder en tête. La première, c'est de faire preuve d'énormément d'humanité ces temps-ci. Les gens, il y en a pour qui le milieu de travail, c'est business as usual, on livre, on s'en va à la maison, puis on déconnecte après. Il y en a pour qui c'est un lieu de socialisation. Il faut le reconnaître. Et c'est important de montrer cette humanité-là, de s'assurer que les gens autour de nous qui ont différents besoins, différentes approches au milieu de travail, se sentent écoutés, reconnus, accueillis là-dedans. Beaucoup de proactivité. Les meilleurs leaders que j'ai entendus, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils n'attendaient pas de voir ou de sentir qu'il y avait un problème. Ils s'assuraient d'appeler les gens, de parler à leur monde une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, dépendamment de la taille des équipes. Mais ils étaient très proactifs et intentionnels quand ils le faisaient. Vous savez, pas toujours besoin de mettre une invitation dans le calendrier pour appeler quelqu'un. C'est possible de prendre le téléphone ou le Skype ou peu importe le médium de communication, il y en a tellement maintenant, puis de juste faire un appel impromptu pour voir comment ça va. Être à l'écoute et faire attention aux autres. Donc, exactement. Voilà. Puis avoir finalement des lieux où c'est possible. Chez nous, ce qu'on a fait, on a fait des sociaux des fois sur Zoom avec l'équipe. Ça fait juste du bien de se voir, puis pas de parler de business, de parler juste de comment ça va, puis de décompresser ensemble aussi. Mais ça fait du bien, puis c'est tellement important. Le temps file, j'aurais pris 30 autres minutes avec vous, c'est sûr. Je veux vous laisser la chance de dire un dernier mot à tous ceux et celles qui ont été présents parmi nous, puisque c'est tellement important. On va commencer avec Madame Montois. Justement, je pense qu'on pouvait, on en parlait tantôt, de trouver des stratégies pour ceux et celles qui vivent de la détresse ou qui souhaitent un peu une source de réconfort en ce moment. Il y a plusieurs études en psychologie qui montrent que les câlins sont souvent associés à une foule d'effets positifs et ça a l'air qu'on peut avoir la même hormone qui est sécrétée lorsqu'on se fait un propre câlin. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, bien, en fait, c'est des études qui sont très intéressantes qui montrent que quand on se donne des câlins, donc normalement, c'est avec une autre personne, mais notre corps sécrète de l'ocytocine, qui est une hormone anti-stress qui va nous apaiser, qui va nous détendre et qui va même renforcer notre système immunitaire et qui va même diminuer notre pression artérielle. Et il y a d'autres études qui sont sorties récemment et qui montrent que de se donner des câlins, en fait, on retrouverait des effets qui sont très similaires. Donc, pour les personnes qui habitent seules, qui ne peuvent pas donner des câlins à leurs amis ou à leur famille parce qu'ils veulent respecter les mesures de distanciation sociale, bien, sachez que c'est possible. Ça peut avoir l'air un peu bizarre, un peu moins naturel de se donner des câlins, mais les recherches montrent que ça peut être très, très bénéfique. Donc, la durée optimale du câlin serait de 10 à 20 secondes et le nombre de câlins optimal serait de 4, mais je vous invite à commencer par un et voir comment vous vous sentez. Et ça, c'est très associé à l'autocompassion aussi, de se donner des câlins, de se réconforter. Et l'autocompassion, ça, en retour, c'est associé à la résilience, donc la capacité qu'a un individu à rebondir face à l'adversité. Et en ce moment, on aurait tout intérêt à maximiser nos capacités de résilience. Tout à fait. Donc, on vous invite à le faire tout de suite après cette conférence. Donc, moi, je vais le faire, ça, c'est certain. Merci beaucoup, Madame Montois, d'avoir été parmi nous. Je cède la parole à Madame de la Sablonnière. Oui, certainement. Bien, moi, ce que je dirais, c'est que la crise de la COVID-19 va se terminer éventuellement. Par contre, les répercussions négatives vont durer un certain temps, mais pas tout le temps non plus. Je pense qu'il faut garder ça en perspective. Il faut aussi, je pense, être positif dans le sens où il y a un apprentissage social qui est en train de se faire aujourd'hui en lien avec cette crise-là. Puis aussi, si jamais il y a des crises éventuelles, que ce soit généralisée, la crise, comme en ce moment, ou localisée, par exemple dans certaines communautés, comme on a pu voir à Sainte-Marthe-sur-le-Lac l'année dernière, etc. Donc, je pense qu'on doit garder ça en tête parce que c'est cette expérience-là qui va bâtir non seulement notre résilience personnelle, qui est la capacité de rebondir dans des difficultés, mais aussi cette résilience collective-là. Merci beaucoup pour le partage. Merci d'avoir été parmi nous. C'est vraiment génial. Monsieur Laberge, votre mot de la fin? Bien, moi, je pense que le mot-clé ici, c'est empathie, empathie, empathie. On en a parlé pour les femmes de notre entourage, parmi nos proches, parmi nos collègues.
C'est aussi respecter les demandes de la santé publique, même si ce n'est pas toujours facile. Savez-vous quoi? Mais mon oncle Bruno, si lui, sa tolérance au risque est un peu plus faible que la vôtre et qu'il veut aller plus loin que les règles, c'est OK aussi. Il mérite de l'empathie lui aussi. On n'a pas besoin d'argumenter et d'essayer de se convaincre. Il faut se respecter un l'autre. Finalement, je dirais, soyez socialement proches tout en étant distanciés physiquement. La distanciation sociale, moi, je préfère la distanciation physique, mais de garder un tissu social très, très uni. Merci beaucoup à vous trois. Ça a été tellement un partage lumineux et tellement inspirant. Merci d'avoir pris le temps. Merci également aux membres du public qui sont encore connectés avec nous. J'espère que vous avez apprécié la discussion d'aujourd'hui. À l'instant, dans la section clavardage, on vous envoie un lien vers un sondage. Je vous invite à prendre une seule minute pour y répondre. Votre opinion nous permet de vous offrir du contenu qui vous intéresse. Également, pour tous ceux et celles qui ont apprécié l'événement d'aujourd'hui, je vous invite à être des nôtres pour le prochain événement virtuel qui aura lieu dans quelques jours, soit le jeudi 10 décembre prochain, dès 19h30. La discussion portera sur le stress et l'anxiété au cœur des familles, des stratégies pour prendre soin de son enfant et de soi. Donc, vous trouverez tous les détails sur le site web du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal qu'on vous partage à l'instant dans la section Converser. Et également, pour ceux et celles qui souhaitent obtenir de l'aide, nous partageons aussi une liste de ressources disponibles avec des professionnels en santé mentale, dont des lignes d'écoute et des plateformes web qui vont vous aider à trouver l'aide que vous avez besoin. On le répète, vous n'êtes jamais seul. Composez le 1-866 appel le 1-866-277-3553 si vous avez une détresse psychologique profonde et que c'est urgent. C'est une ligne d'intervention avec des professionnels qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Et en terminant, un merci spécial à mes collègues et complices Béatrice Leduc-Ostrowski et Karine Plouffe, ainsi qu'à Nicolas Laurent de l'équipe du groupe de couverture d'événements de l'Université de Montréal qui ont grandement contribué au succès de cet événement virtuel. Merci également à nos trois invités encore une fois. Également, ils ont contribué à ce grand succès. Au nom du réseau des diplômés et des donateurs de l'Université de Montréal, c'était David Letke et au plaisir de vous revoir très bientôt pour un autre événement virtuel.